Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La conférence de presse d'Ousmane Sonko après son audition devant la justice sénégalaise. Le leader du PASTEF entend déposer une plainte contre l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye. Il l'accuse d'avoir falsifié un rapport lié à l'affaire Sweet Beauty. Un atelier centré sur la représentation des femmes politiques au Soudan du Sud. Une action de sensibilisation entreprise par la mission des Nations Unies dans le pays. Et puis la signature d'un partenariat entre l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle et le Dikoko Comedy Club en Côte d'Ivoire. Un partenariat qui se veut être un tremplin professionnel pour les jeunes humoristes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une plainte contre l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye. C'est ce que compte déposer Ousmane Sonko, le leader du PASTEF au Sénégal. Une intention dévoilée lors d'une conférence de presse donnée ce 4 novembre. Le maire de Ziguinchor l'accuse d'avoir commandité la falsification du rapport lié à l'affaire Sweet Beauty. Une affaire pour laquelle l'opposant a été auditionné par la justice la veille. Ousmane Sonko était entendu pour des accusations de viol. Accusation portée par une salariée d'un salon de massage à Dakar qui avait déposé une plainte en 2021. L'affaire avait provoqué de vives tensions dans le pays. Des heurts avaient en effet éclaté après l'arrestation d'Ousmane Sonko survenue en mars 2021. Écoutons-le. Serigne Bassirou Gueye, procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines Omar Touré et le capitaine Diop. Il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAJ contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Et sachez que le préfet de Dakar a interdit la marche pour la libération des détenus politiques prévue ce 5 novembre. Une marche initiée par le collectif Colidep. Les autorités évoquent des risques de troubles à l'ordre public. L'actualité, c'est aussi l'adoption de 2 projets de loi au Mali, des textes adoptés ce 4 novembre par le Conseil national de transition, l'organe législatif. L'un d'entre eux définit les règles relatives à la réparation de préjudices causés par de graves violations des droits de l'homme. Dans les détails, le projet de loi concerne l'indemnisation des victimes de certaines crises. Sur cette liste figurent les événements de janvier à mars 1991, coïncidant avec la chute de l'ancien président Moussa Traoré. L'offensive menée en janvier 2012 dans le nord du Mali par la rébellion du mouvement national de libération de l'Azawad, ainsi que le coup d'État du 22 mars 2012 pour indemniser les victimes. Le ministre de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagué, précise qu'une ligne de crédit sera mise en place. Au Soudan du Sud, la représentation des femmes au sein de l'arène politique était au cœur d'un atelier organisé à Juba les 1er et 2 novembre. Un programme élaboré par la division des affaires civiles de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Le but de cette initiative, identifier les obstacles qui empêchent les femmes d'occuper une place plus importante dans la prise de décision politique et les éliminer. Gladys Mompa. Le chemin pour asseoir le pouvoir des femmes dans la sphère politique reste long au Soudan du Sud. La signature de l'accord de paix en 2018 prévoyait notamment que 35% des postes gouvernementaux soient occupés par des femmes à tous les niveaux de l'État. Mais 4 ans plus tard, le constat est sans appel. Il reste encore beaucoup à faire. Donc, notre objectif principal est maintenant de sensibiliser nos femmes sur leurs droits. Nous devons également leur faire prendre conscience de leur santé afin qu'elles comprennent tout ce qui est en rapport avec leur santé. Nous devons aussi les sensibiliser
Nous devons leur donner des connaissances sur la manière de générer des revenus. Dans le gouvernement d'union nationale formé en mars 2020 par le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival devenu vice-président Riek Machar, seules 9 femmes sont comptées sur les 34 ministres nommés, ce qui représente un quota d'à peine 26%. Pour que les femmes occupent une place plus importante dans les prises de décision politiques, la division des affaires civiles de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud tente de sensibiliser. Son objectif, rappeler le rôle que chacun peut jouer pour éliminer les obstacles à la représentation des femmes dans la sphère politique. Nous demandons ou nous appelons toutes les associations à s'unir entre elles, en particulier les femmes à s'unir entre elles et à se considérer elles-mêmes égales et à avoir une cohésion sociale entre elles. C'est une chose très importante dont nous avons besoin, que les femmes commencent et continuent à embrasser la paix entre elles. Bien que le Soudan du Sud se soit doté ces dernières années d'un arsenal juridique favorable à l'égalité des genres, les femmes et les jeunes filles restent touchées de manière disproportionnée par les conflits qui sévissent dans ce pays meurtri par 7 ans de guerre civile. La période de transition ayant été prolongée de 2 ans, les initiatives de sensibilisation à la représentation des femmes en politique devraient se multiplier jusqu'en 2025, année des prochaines échéances électorales sud-soudanaises. Il est considéré comme le 2e poumon vert de la planète. Le bassin du Congo est un réservoir de biodiversité exceptionnel qui abrite entre autres plus de 1000 espèces d'oiseaux et 10 000 espèces de plantes. À l'heure où le changement climatique est au cœur des priorités, la question de sa préservation est cruciale pour les États africains. C'est dans cette optique que le Fonds mondial pour la nature a présenté ce 3 novembre au Cameroun son approche bilan nature positif d'ici 2030. Mildred Diamou. Atteindre un bilan nature positif d'ici 2030, c'est l'objectif affiché dans le rapport Planète Vivante 2022 pour le bassin du Congo, présenté par le World Wide Fund for Nature WWF le 3 novembre 2022 à Yaoundé au Cameroun. Le bassin du Congo reste le poumon vert de l'Afrique avec un énorme potentiel. Il est le 2e plus grand écosystème forestier tropical dans le monde après l'Amazonie et joue un rôle essentiel dans le système climatique continental. La préservation de cet espace forestier est indispensable pour garantir la sécurité alimentaire, lutter contre le changement climatique et prévenir les catastrophes naturelles en Afrique, selon ce rapport. On dénombre aujourd'hui quasiment une perte qui atteint 69% des espèces. Et au niveau du bassin du Congo, cela représente plus de 30% de la moitié des espèces qui ont disparu. Donc ça, c'est une chose qui nous préoccupe. Aujourd'hui, ce que l'on peut faire dans le bassin du Congo, sur le plan politique d'abord, c'est de définir des trajectoires de développement qui tiennent compte de la biodiversité. Il faut revoir les modèles de consommation, les modèles alimentaires. Le rapport Planète Vivante 2022 indique que depuis l'an 2000, l'Afrique centrale connaît une perte de près de 9% de la superficie des forêts tropicales humides, soit 18 millions d'hectares, une perte de 40% des cultures de base, de 30% d'habitat pour la moitié des espèces africaines et un risque d'exposition à la hausse du niveau de la mer pour 108 à 116 millions de personnes, sont quelques impacts liés au changement climatique d'après ce rapport. On estime aujourd'hui, selon le rapport que nous venons de lancer, que les pertes de couverts forestiers au plan global s'estiment à environ 10 millions d'hectares par an, ce qui est énorme. Et si on le ramène au niveau du bassin du Congo en Afrique centrale, c'est environ 1 million d'hectares par an. Rappelons que le rapport Planète Vivante est publié tous les 2 ans et propose une étude complète des grandes tendances de la biodiversité sur la planète. Le rapport Planète Vivante 2022, présenté à la veille de la COP27, prévue du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, avertit que la destruction croissante de la nature par l'humanité a des effets néfastes non seulement sur les populations d'animaux sauvages, mais aussi sur la santé humaine, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire.
Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé inquiète face à la flambée d'Ebola en Ouganda. Les autorités sanitaires avaient déclaré en septembre dernier une épidémie de la maladie dans le district de Mubende, situé dans le centre du pays. Une épidémie qui s'est propagée à Kampala, la capitale, où 14 cas ont été recensés depuis la fin du mois d'octobre. Ce 2 novembre, l'OMS avait fourni de nouvelles données selon lesquelles 130 cas, dont 43 décès ont été confirmé. De son côté, le gouvernement est aussi en alerte. Un confinement a d'ailleurs été imposé au district de Mubende et Kasanda en octobre dernier. Toutefois, le président Yoweri Museveni a déclaré ce 4 novembre qu'il n'y aurait pas de confinement national, mais un renforcement des contrôles. En Côte d'Ivoire, le Dikoko Comedy Club et l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle s'associent pour développer davantage l'industrie du spectacle. Les deux instances ont scellé le 2 novembre une convention de partenariat, une aubaine pour les jeunes talents qui aspirent à devenir des one-man shows. Joël Ballot. Détecter de nouveaux talents pour garantir l'avenir de l'art humoristique en Côte d'Ivoire est l'objectif du Dikoko Comedy Club qui s'est associé le 2 novembre à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Avec cet engagement, Grégoire Furer, créateur du Dikoko et producteur du Montreux Comédie Festival, propose aux jeunes des formations et des représentations dans le domaine de l'humour. On avait envie de célébrer cette filière d'excellence et de proposer aux jeunes qui font maintenant l'INSAC de venir voir déjà ce qui se fait au Dikoko. Ça peut leur donner envie de faire le métier d'humoriste plus tard. Et ceux qui ont envie de le faire, alors on leur propose de venir suivre des cours, des formations avec les artistes de la troupe. À l'instar des humoristes ivoiriens Joël et Eunice Zunon, plusieurs jeunes étudiants issus de l'INSAC aspirent à devenir des figures emblématiques du spectacle humoristique. L'INSAC m'a permis d'avoir une formation de base, une formation de théâtre. Grâce à cette formation, j'ai essayé de trouver mon champ, ma marque par rapport à mon style d'humour. Et ça m'a permis de me faire démarquer parmi mes amis lorsque Grégoire Furet Production est arrivé en Côte d'Ivoire en 2019. Avec ce partenariat qui constitue une passerelle entre formation et professionnalisation, l'INSAC veut garantir à ses apprenants la possibilité d'acquérir une formation de qualité grâce à l'échange d'expertise. Le partenariat d'aujourd'hui permet donc d'apporter et de faire des masterclass, des workshops, des échanges d'expertise. Favoriser donc cette communication entre l'INSAC et cette structure afin qu'au bout, nos jeunes gens soient mieux formés, soient compétitifs sur le terrain. D'ici fin 2022, Grégoire Furer, promoteur du Dikoko, entend réaliser une tournée en Côte d'Ivoire à la recherche de nouveaux talents. Avec ce partenariat, l'INSAC se veut être un pôle d'excellence dans l'accompagnement des humoristes ivoiriens et africains francophones sur la scène internationale. Focus à présent sur la 12e édition de la Route du Rhum, une course à laquelle 138 marins vont prendre part. Parmi eux, le Sud-Africain Donald Alexander qui naviguera à bord du Power of One. José Douglas. Alexander est sud-africain, 64 ans. C'est sa deuxième participation à la Route du Rhum et 5e traversée de l'Atlantique. Son bateau portera le nom de Conscious Planet et est décoré du logo Save Soul, soutenu par les Nations Unies et le Programme alimentaire mondial qui vise à lutter contre la crise mondiale et la dégradation des sols. C'est un bon bateau que j'avais acheté à Marseille et j'ai modifié l'avant pour que je puisse bien flotter dans l'eau. Donald Alexander fait partie des 138 bateaux qui prennent le départ ce dimanche 6 novembre 2022. Son bateau est un monocoque de classe 40. Il connaît le risque qu'il prend pour attirer l'attention sur cette crise mondiale de l'extinction des sols. Il sera le seul skipper africain de la course. La région où je suis originaire, les sols sont vraiment dégradés. Il y a une enquête faite sur le sol dans le monde, et particulièrement ma région, et le sol s'est dégradé. Il dit aussi que les aliments à travers le monde perdent de leur valeur nutritionnelle en raison de la dégradation des sols. Il rend hommage à certains personnages et devrait intervenir en direct depuis son bateau lors du prochain COP27 qui se déroulera en Égypte dans la ville de Sharm el-Sheikh du 7 au 18 novembre 2022. Dans mon village natal, à Umdloti Beach, il y a eu des inondations, le sol était tellement dégradé, tout s'est effondré. Les bâtiments sont tombés et les canalisations ont aussi éclaté.
Sa femme représente un grand soutien pour lui. Avant le départ, l'anxiété se lit sur le visage de son épouse qui estime que c'est une course dangereuse. Il remercie l'Afrique et beaucoup pour lui et dans son cœur. Et il nous donne rendez-vous après Tapit, après 18 jours de traversée. Et sachez que le départ de la route du Rhum a finalement été reporté au 8 ou au 9 novembre. En cause, les conditions météorologiques. Les organisateurs évoquent en effet dans un communiqué le passage d'une très violente dépression accompagnée d'une mer très forte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.